Je suis Stéphanie Quentin-Biancalani, je suis conservateur, responsable de la collection d'architecture moderne et contemporaine au sein du Musée des Monuments Français à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Le mandat de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, depuis son ouverture en 2007, c'est bien de fédérer les différents acteurs de la profession dans toutes ses composantes, dans toutes ses strates. La Cité, en fait, rassemble à la fois les architectes restaurateurs, ceux qui sont spécialisés dans la restauration des monuments historiques à travers l'école de Chaillot, le département des collections, qui est constitué des collections du musée, bien sûr, mais aussi du Centre des archives d'architecture du XXe siècle, donc un des patrimoines les plus importants en termes de l'histoire architecturale du XXe siècle, et puis bien sûr la plateforme de la création contemporaine qui est dédiée au débat à la scène architecturale française la plus récente. Une des grandes spécificités de la collection d'architecture moderne et contemporaine, c'est la proportion des éléments à grandeur, des éléments à échelle 1. En fait, c'est toute la force de cette collection d'avoir associé deux stratégies d'exposition. Une stratégie qui vient donc de l'architecture à échelle 1, héritée de la tradition des expositions universelles, des musées de plein air scandinaves, et puis les moyens de représentation qui sont plus traditionnels, les dessins, les imprimés, les films, les photographies. On a effectivement en collection une quarantaine d'éléments à grandeur qui proviennent pour la plupart de chantiers de restauration, voire de destruction d'édifices du XXe siècle. Ce sont souvent en fait des projets de sauvegarde d'éléments, de parties de bâtiments qui voilà, sont considérés comme exemplaires de l'architecture du XXe. On a une grande variété typologique d'éléments qui vont du 19e siècle jusqu'à nos jours. Ça peut être des panneaux sandwich de Jean Prouvé provenant de la Fédération nationale du bâtiment des années 50, ou alors on a très récemment acquis des tuiles de la piscine Tournesol de Bernard Scholler, donc là une des variantes qui date des années 1970, donc là des éléments en polyester. On a des éléments métalliques qui proviennent du bâtiment administratif d'Air France d'Édouard Albert des années 1959-1960. On a aussi des éléments de moules, par exemple de moules d'éléments ductales qui proviennent donc du chantier du MUSEM de Rudy Ricciusi à Marseille. Je pourrais citer pour la période la plus contemporaine un bardage, des éléments de bardage en inox poli de l'usine Applix de Dominique Perrault, par exemple, qui font partie d'une stratégie d'exposition très spécifique à l'architecte qui voulait la maquette concept, un élément à grandeur et un film de Richard Coppens associé lors de la présentation. Au-delà de l'enjeu patrimonial, c'est la confrontation à la matérialité de l'œuvre qui est importante pour nous. Apprendre à connaître un bâtiment, c'est pas seulement par une connaissance théorique, c'est pas seulement par des livres, c'est se confronter à la matière. Je pense par exemple à l'émalite, une des matières qu'a utilisé Henri Siriani pour le musée de l'Art antique. Une matière, ça a des reflets, ça a des effets de texture, ça a des effets de surface, ça peut être lisse, ça peut être poli, ça peut être gravé, ça peut être retravaillé. Et c'est vraiment par l'expérience directe, la confrontation in presentia du matériau, qu'on peut aussi apprendre à connaître un édifice. On nous pose souvent la question si on peut toucher des éléments. Et c'est vrai que certaines matières, par exemple des matières plastiques ou des matières métalliques, sont presque une invitation à toucher. Je pense par exemple à des échantillons en acier Corten qui voilà, ont des qualités haptiques qui invitent le visiteur un peu à toucher. Je dirais que, en général, dans la grande majorité des cas, on évite, tout simplement pour des questions de conservation, parce que, voilà, on peut très vite s'imaginer qu'après 100, 150, 200 visiteurs, en fait, plus ça va, plus on perd de la matière. Néanmoins, c'est vrai qu'on a pu, lors de campagnes d'acquisition assez récentes, développer une nouvelle ligne d'acquisition autour d'échantillons, de matériaux qu'on voudrait tactiles. Voilà. Après, en fonction de certains critères, c'est possible ou c'est pas possible. Mais je pense par exemple au projet du musée Guggenheim à Helsinki de Moro Kuzunuki, qui n'a pas été réalisé, mais l'essence de leur travail se basait sur le bois brûlé, sur des échantillons notamment de bois brûlé qui sont retravaillés. On en a fait entrer en collection. Je pense aussi au musée Soulages à Rodez. Là aussi, on a fait entrer en collection des échantillons d'acier Corten, et ces échantillons étaient censés être tactiles.
Les objets dans les collections, notre rôle, c'est de les faire parler, rien d'autre. Donc l'objet est porteur d'un récit archéologique qui est tout à fait passionnant. On pense dans les éléments à grandeur qui sont entrés en collection, nous avons conservé les traces d'usage, les traces d'outils, les percements pour assemblage. L'idée, c'est pas de rendre un objet joli, au contraire, c'est de pouvoir à la fois exalter son potentiel expressif et de pouvoir aussi faire voir, faire regarder finalement toutes les traces qui racontent l'histoire de sa fabrication. Donc évidemment, on est extrêmement sensible et nous, en tant que responsable de collection, on voit l'histoire de l'architecture à travers des objets autant qu'à travers les livres. La plupart des éléments à grandeur sont entrés en collection dans des circonstances d'urgence, à la suite de chantiers de restauration et de destruction. Et il est évident, je pense notamment à différents types de produits verriers, que nous avons un rôle de mémoire, que nous avons un rôle finalement de transmission de connaissances à partir de ces éléments. Des verres Thermolux armés, des glaces à thermique grisées. Je pense, alors évidemment, ça nécessiterait d'avoir une vision globale de toutes les collections d'architecture, mais que certains éléments sont particulièrement rares et peuvent servir d'étalon pour des restaurations futures ou pour des travaux de recherche futurs. La plupart de nos ambitions à l'heure actuelle se concentrent beaucoup sur les restaurations. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment, au moment des restaurations, d'agréger un maximum de connaissances, pas seulement des connaissances théoriques, mais des connaissances physiques, matérielles, chimiques. Là, dans le cas des tuiles tournesol qui sont récemment entrées en collection, nous bénéficions de l'expertise du C2RMF et d'une restauratrice spécialisée dans les matériaux plastiques pour mieux connaître la matérialité de ses œuvres, à la fois dans sa dimension, voilà, dans la dimension propre à la restauration, mais aussi dans sa dimension historique. Ça nous oblige aussi, évidemment, à creuser, à approfondir, à faire des recherches au niveau des archives d'entreprise, au niveau des mémoires qui ont été réalisées sur ce type de travaux. Donc, ce sont des catalyseurs, en fait, de connaissances que ces entreprises de restauration.